Que vous soyez adolescent, jeune, parent, enseignant, professionnel de la santé ou simple citoyen engagé, cette discussion vous concerne. Aujourd'hui, nous ouvrons un espace de dialogue autour d'un sujet naturel et humain, mais qui est aujourd'hui encore entouré de nombreux tabous. Nous voulons parler bien évidemment des menstruations. Pendant longtemps, les menstruations, encore appelées les règles, ont été vécues dans le silence, la honte ou la gêne. Pourtant, derrière cette réalité biologique se cachent de nombreux enjeux de santé, d'éducation, d'égalité, mais surtout de dignité. Aujourd'hui, nous voulons comprendre, discuter et savoir quels sont les différents enjeux que ces filles qui vivent leurs règles tous les mois endurent et comment vous et moi, nous puissions être pour eux des alliés efficaces. 28 jours d'engagement pour la dignité menstruelle, c'est avec cette thématique que nous démarrons donc l'ensemble des émissions prévues pour ce mois de mai dans votre émission Les Jeunes en parlent. Bonjour chez vous et soyez les bienvenus. Alors pour en discuter, nous sommes donc avec les membres d'une association qui ont décidé chaque année de ne pas se taire pour cette célébration, mais d'engager des discussions, des dialogues et surtout des activités pour aider chaque femme et chaque fille à passer dignement ses menstruations. Nous sommes donc avec M. Gbenakou Akwete Paul, qui est IDE et également membre du comité d'organisation de cette association que je vais vous laisser découvrir avec lui, bien évidemment. Bonjour Paul, comment ça va? Oui, bonjour madame, je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous. C'est un plaisir. Et nous sommes également avec madame Aïssou Monique, qui est doctorante en médecine et également activiste genre et DSSR. Bonjour Monique, comment ça va? Bonjour madame. C'est la première fois de vous avoir sur ce plateau et nous sommes vraiment ravis de vous avoir ici. Moi-même, je suis ravie de vous avoir ce matin. Merci beaucoup. Alors, nous aimerions connaître encore en profondeur cette association-là qui, depuis, disons déjà 4 ans, mène des activités durant ce mois de mai et que vous dénommez le plus souvent 28 jours d'engagement pour la dignité menstruelle. De quelle association s'agit-il? Eh bien, merci. Et sans tarder, il s'agit de l'association que nous appelons... Bon, nous avons une dénomination en anglais, Youth Projection, en français, ça signifie Jeunesse Projection. C'est une association qui regroupe des jeunes engagés de plusieurs domaines. Et nous intervenons dans tous les domaines qui concernent la jeunesse. Mais nous nous focalisons plus sur la santé et spécialement santé sexuelle de reproduction. D'accord. Merci. Super. Alors, lorsqu'on parle donc du mois de mai, je pense que c'est une thématique qui revient souvent. Il s'agit donc de l'hygiène menstruelle. Et je pense qu'il y a beaucoup d'associations et il y a énormément également de coalitions également qui décident de mettre en lumière l'ensemble des difficultés que les filles rencontrent. Est-ce qu'il y a une histoire derrière cette célébration ou cette journée ou cette mobilisation qui se passe en mai en faveur de la menstruation? Il faut dire que chaque 28 mai de chaque année, il est dédié une journée qu'on appelle la journée mondiale de l'hygiène menstruelle. Et quelle est l'histoire derrière cette journée? Il faut dire que le mois de mai représente le 5e mois de l'année et cela symbolise la durée moyenne des règles, c'est 5 jours. Donc le 5e mois de l'année qui est le mois de mai, ça symbolise la durée moyenne des règles. Et pourquoi le 28 mai pour dédier, c'est parce que la durée moyenne, quand nous prenons la majorité des filles et des femmes ont une durée de cycle de 28 jours. Donc c'est à cause de cela que on a dédié le mois de mai pour parler sans tabou autour du sujet qui est la menstruation. D'accord. Alors Monique, lorsqu'on veut parler de la dignité menstruelle, de quoi voulons-nous parler exactement? Oui, parlant de la dignité menstruelle. La dignité déjà qui veut dire absence de honte. C'est-à-dire ne pas avoir honte pour ses menstruations. Donc la dignité menstruelle, c'est d'amener toute jeune fille, toute jeune femme à passer ces moments sans crainte, sans peur ni honte. Et savoir que c'est biologique, c'est naturel d'avoir ces menstruations. Donc ça veut dire qu'il y a de ces femmes, de ces filles qui ont honte d'avoir des menstruations. Bien sûr, c'est ça. Pourquoi? Bon, parce que la société même déjà
il y a des tabous par rapport à ces menstruations-là. Et ces jeunes filles, d'habitude même à l'école, par exemple, lorsqu'une jeune fille se tache, les garçons souvent ont l'habitude de se moquer. Donc Et pour même ça, des filles des fois. oui, même des filles des fois. Donc c'est pour ça elles ont honte, elles ont peur de ça. Et lorsqu'elles n'ont pas l'information, elles se donnent à des idées bizarres et puis voilà. Non, non, il y a des conséquences également qui viennent. Alors, vous êtes professionnel de la santé. Je me dis que bien évidemment, il y a votre avis en tant que professionnel de la santé qui changera sur la question. Mais est-ce qu'avant de vous engager, hein, que ce soit dans la vie associative et également dans la profession médicale, est-ce que vous aussi, vous avez eu des préjugés sur les menstruations ou être gêné de voir une fille qui est tachée, par exemple? Il faut dire que depuis, disons, le collège, et il y a des filles qui manquent l'école. Ok. Bon, dans la salle, il y aura au moins 2 ou 3 filles que chaque mois, vous allez vous sentir qu'elles manquent l'école. Nous étions dans l'ignorance, on ne sait pas ce qui se passe. Et on se dit, on les qualifie de paresseuses. Parce que, bon c'est des caprices qu'elles font. Alors que, normalement, ce sont les règles. Nous, on ne savait pas. On ne savait pas parce qu'on ne nous a pas parlé des règles. Nous étions dans l'ignorance totale. Et ces filles, bon, il y a certains qui ont fait l'effort, qui sont évolués dans les études. D'autres, à cause de ça, bon, elles ont abandonné. Et il faut dire que moi, personnellement, jusqu'à avoir mon bac, personne ne m'a parlé de menstruation. C'est après le bac que j'ai découvert l'association. Et bon, et dans l'association, on en parle. D'accord, c'est super. Alors Monique, est-ce qu'avant tes premières règles, quelqu'un t'a parlé de menstruation ou bien tu es venue tomber sur ça un jour comme ça? Non, moi, par contre, avant mes premières règles, ma soeur, elle passait ses règles avant moi, donc je savais un peu comment ça se passait, mais seulement je pensais que, en fait, avoir ces règles, ce n'est pas sur une durée donnée. Par exemple, 4 jours, 3 jours. Moi, je pensais que le jour-là même, que tu as tes règles, tout sort en même temps. Donc, c'était seulement ça que je ne savais pas exactement, mais je savais qu'une femme arrivait à un âge donné, passe ses règles et voilà, c'est ça. Mais avant, je ne savais pas que c'était sur une période donnée. Voilà. Est-ce que tu savais parce que tu as vu ou bien on t'a appelé, on t'a expliqué que voilà, lorsque tu grandis, tu auras des menstruations? Je savais parce que par moment, je la voyais porter les serviettes hygiéniques, donc j'ai demandé pourquoi moi je ne portais pas ça, mais elle autre là, par moment, elle porte ces genres de choses et elle m'explique que c'est qu'elle a ses règles et après, bon, j'ai compris que c'est comme ça pour la femme. Ah, ok, d'accord. Alors, au sein de votre organisation, vous avez décidé de dénommer votre campagne 28 jours autour de la dignité menstruelle. Donc, pourquoi spécifiquement cette dénomination? Vous savez, nous parlons des règles et on a dédié une journée pour parler. Mais il faut dire que les femmes, affaire des règles, ce n'est pas seulement affaire d'une journée. C'est tout un mois. Le cycle, c'est tout un mois et c'est périodique. Donc, nous avons décidé d'utiliser les 28 jours pour parler et pour maximiser davantage les efforts qui se sont faits en matière de sensibilisation, d'accompagnement et pour les serviettes hygiéniques et autres. Ok, d'accord. Donc, c'est justement pour respecter le cycle. Oui, et pour faire parler davantage. Parce que une seule journée, parler une seule journée est tellement insuffisant. Bien évidemment, et c'est totalement d'accord. Alors, je pense que Monique l'a amorcé un peu plus au début, c'est qu'il y a des femmes qui vivent dans la gêne, qui vivent dans la honte, et parce que justement, il y a des histoires assez négatives autour des menstruations. C'est possible pour vous de nous partager aujourd'hui les différents tabous, les mythes qui entourent les menstruations? L'histoire des menstruations est vraiment dans ces sociétés actuellement avec beaucoup de tabous. La plupart des gens pensent que, en fait, les menstruations, ce sont des choses, le sang est sale, que la jeune fille est impure. Mais ce n'est pas ça. Et d'autres même vont jusqu'à penser que lorsqu'on est en menstruation, on ne peut pas prier, on ne peut pas cuisiner. Et il y a des gens qui ne pourront pas manger ce repas-là parce qu'ils trouvent ça sale.
Donc, il y a même des pratiques qui sont interdites à la jeune fille parce qu'elle est en menstruation. Donc, tous ces genres de choses-là constituent les différents tabous par rapport à l'histoire de la menstruation chez la jeune fille. Mais est-ce que c'est du sang? Est-ce que c'est du sang sale ou c'est du sang propre qui sort au cours des menstruations? Et pourquoi on pense que c'est sale? Quelle est l'histoire derrière cette saleté? Vous savez, dans plusieurs cultures, on considère que tout ce qui sort sur l'homme, en général, est sale. Les sueurs, l'urine, les vomissements, la diarrhée, les selles. Donc, les règles aussi en font partie de tout cela. C'est pour ça que, bon, nous considérons ça comme que c'est ça. Alors que, en vrai, ce n'est pas quelque chose de sale. Donc, ça veut dire que lorsque la femme accouche, il y a le bébé qui sort de lui. Le bébé serait sale. Mais ça, la personne ne considère ça comme quelque chose de sale. Tu vois, non? Ok. Mais c'est que nous devons distinguer les choses. C'est vrai, les déchets, les sécrétions qui sortent sur l'homme, il y a des comment dire, on considère comme des matières infectées, tout ça là. Mais les règles, c'est un signe de vie. Genre, si une femme commence par voir ses règles, il faut savoir qu'elle est déjà mature. Donc elle doit faire attention à elle pour se protéger, pour ne pas tomber grosse et précocement. Donc, normalement, c'est un signe d'alerte, c'est un signe que nous devons considérer et nous devons accompagner les filles dans ce sens. Mais malheureusement, dans nos sociétés, il y a encore ce tabou qui influence. D'accord. Mais quand même, il faut essayer de les comprendre. Hein. Comment chaque mois, on voit une personne qui saigne. Il y a des personnes même qui vont vous dire qu'ils sont en train de changer des couches jusqu'à 5 fois dans la journée. Et les personnes là ne sont jamais anémiées. Alors que peut-être il y a des gens qui font un accident, ils perdent du sang, on leur dit que non, il a perdu du sang, il a saigné, il est mort. Donc, est-ce qu'on arrive vraiment à faire comprendre à ces personnes qui se disent que voilà, c'est quelque chose qui est sale, que c'est biologique? Comment on peut arriver à leur expliquer cela, selon vous? Oui, pour pouvoir expliquer cela, nous avons instauré des sensibilisations qu'on fait. Et pour plus rentrer dans le vif du sujet, on leur dit que c'est biologique, c'est physiologique, c'est naturel. Et que toute femme qui est en âge de procréer doit avoir ses menstruations. C'est plutôt en l'absence de ces menstruations-là qu'il y a problème. Lorsqu'il y a les menstruations, c'est que tu es en bonne santé parce que ta physiologie, c'est bien, ça fonctionne bien. Donc, on arrive à les mettre dans l'idée de laisser ces tabous-là et de comprendre que les menstruations sont tout à fait naturelles et que ce n'est pas sale. Seulement que la jeune fille doit savoir comment s'entretenir dans cette période-là pour que, par exemple, des odeurs fortes ne sortent pas, pour que les gens vont plus penser que c'est sale. C'est pour ça qu'il y a des odeurs là. Donc, c'est un peu ce qu'on leur dit et on leur fait comprendre ça comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez également de ce fait qu'on demande à des femmes qui sont en menstruation de ne pas prier? Il y a dans certaines communautés même où elles sont isolées parce que justement à cause de ces fortes odeurs que ça peut déranger, que ça peut des fois émettre, etc. et tout. Quelle est votre lecture de la chose? Parce qu'il faut aussi dire, il ne faut pas aussi toucher à la sensibilité des autres. Il y a de ces femmes qui ont des menstruations, il y a l'odeur qui est tellement forte et on se dit que ok, c'est ça, ne vient pas dans la masse. Est-ce que ça reste également une discrimination ou pour vous une nécessité? Alors, interdire à une femme de ne pas faire telle activité, non pas parce qu'elle a mal ou bien à cause de cette douleur, mais parce que on considère le phénomène de menstruation comme un truc sale. Moi, selon moi, ce n'est pas du tout bien parce que ça entraîne des conséquences négatives sur la vie de ces jeunes filles. Une fille qu'on interdise de ne pas venir, qui a l'habitude de venir au couvent, et à cause de ses menstrues, on interdit. C'est comme un isolement, on l'isole, et c'est comme une discrimination qu'on impose sur elle. Et elle va évoluer avec un manque de confiance en elle. Elle va se dire, bon, si c'est à chaque mois, on va m'isoler du couvent parce que j'ai mes menstrues, bon, c'est pas la peine. Ou bien si c'est pour faire une activité, bien pour prier à l'église, ou bien, bon, à la mosquée, on te dit tu es en menstru, donc on ne vient pas. C'est une sorte d'isolement et ça influence négativement ces jeunes filles et ça
ne leur permet pas d'être confiants en elles-mêmes vis-à-vis des défis de la vie. Alors, on va toujours rester dans ce impact. Comment cela affecte, selon vous, les femmes, hein, les filles, que ce soit les moqueries, que ce soit les discriminations, l'isolement qu'on les impose? Est-ce que cela les affecte réellement? Oui, cela affecte. Lorsque tu as quelque chose de naturel que peut-être toi-même tu ne comprends pas, peut-être toi-même tu n'as pas encore l'information sur ça, et que dans la société, on t'isole, on se moque de toi, ça va avoir un impact psychologique et social sur toi. Là, tu vas te dire que peut-être toi-même, tu vas intégrer en toi que peut-être tu es sale. Et ça va te faire honte. Tu vas avoir peur de parler de ça. Là, même lorsque tu auras les symptômes liés à ça, par exemple, si les règles douloureuses, tu ne vas pas vouloir partager ça. Mais peut-être ces règles douloureuses là, c'est l'endométriose. Peut-être tu as ça, il y a d'autres symptômes aussi. Lorsque tu vas pouvoir parler de ça librement, ils vont savoir que ça, tu as un problème donné. Mais quand on se moque de toi, on t'isole, tu vas te dire que non, ça n'en vaut pas la peine d'en parler. Toi-même, tu manques de confiance en toi et tu gardes le silence par rapport à ça. Je vois, il y a également un aspect très important, le fait que peut-être la fille elle-même, elle ne sait même pas ce qui lui arrive. Oui. Tu ne comprends pas le phénomène. Chaque mois, tu dois subir ça. Et au lieu peut-être que tu trouves quelqu'un disponible pour t'expliquer le problème, tu vis entre insultes, entre gêne, entre moqueries, etc. et tout. Ça, là, ça peut être vraiment, vraiment désobligeant pour eux. Et là même, la question que l'on se pose, hein, au-delà de la discrimination, il y a également l'aspect où on leur demande de ne pas cuisiner. On leur demande de ne pas faire des tâches. Et lorsqu'on discute avec nos confrères de cette religion, ils disent que c'est parce qu'ils comprennent qu'en cette période-là, la femme, elle est fragile. Donc, on n'a pas envie de la déranger. On veut la ménager. C'est pour cela qu'on dit que, OK, ne prie pas, ne fais pas ci, ne fais pas ça, pour que tu puisses passer librement tes menstruations. Quelle est votre lecture là-dessus? Selon moi, je ne pense pas que c'est à cause de ça. Parce que si la femme, c'est vrai que c'est une période difficile pour certains, mais il y a d'autres qui passent cette période dignement, sans aucun souci. Mais pourquoi celles-là, on ne leur permet pas de faire certaines activités comme prier ou bien préparer? Ça, le phénomène même, comment dire, ça date, c'est pas aujourd'hui. Ça ancré déjà dans nos cultures que si une femme est en menstruation, comme les gens considèrent ça comme sale, si elle prépare, les gens ne doivent pas manger. Si normalement, tel que vous venez de dire, si c'est pour soutenir ces femmes et autres, bon, celles qui sont pas gênées, mais qui sont pas, qui n'ont pas de douleur, tout ça là, pourquoi elles là, on ne leur permet pas de faire, de prier ou bien de préparer? Il faut comprendre la chose comme ça. Ce n'est pas à faire de soutien dans ce sens, mais plutôt c'est une culture que nos parents nous ont léguée, mais que nous devons travailler là-dessus pour briser cet tabou. Parce que ce n'est pas, ça ne nous permet pas, mais ça ne permet pas à ces filles d'évoluer en confiance. D'accord. Et il y a également l'autre aspect, on a très longtemps parlé de hygiène menstruelle. Alors que le plus souvent, lorsqu'on parle de hygiène, par exemple, hygiène des mères, hygiène après les selles, hygiène après ci, c'est parce qu'on se dit que pourquoi on fait l'hygiène, c'est parce qu'il y a une notion de saleté derrière. On lave la main parce que c'est sale. On demande aux gens de se nettoyer après avoir fait les selles parce qu'on se dit que juste après, c'est sale. Donc, est-ce qu'en disant hygiène menstruelle, ce n'est pas une manière peut-être de soutenir le fait que les règles sont sales? Et pas tout à fait ça. En fait, ce qui est caché derrière le mot, bien la phrase hygiène menstruelle, c'est que pendant cette période, les filles doivent s'entretenir et elles doivent savoir comment on le fait. Puisque, bon, s'il y a manque d'entretien, ces phénomènes que nous disons naturels peuvent, eh bien, il peut y avoir source d'infection s'il y a manque d'entretien. Imaginons que tu perds du sang et tu ne changes pas de couche toute la journée. Oui. Le sang, c'est quelque chose de physiologique et à l'air libre, elle peut être infectée et devient une source d'infection. C'est pour ça que, comme parle d'hygiène menstruelle, ce n'est pas parce que la chose est sale et qu'il faut qu'on la nettoie, bien il faut qu'on prenne soin. Non, parce que la chose, si on ne prend pas soin de ça, ça peut causer d'infection.
Ok, d'accord. Donc, on va le comprendre un peu comme étant un nid, c'est-à-dire que c'est un peu comme une maison que tu prépares et quand tu ne l'arranges pas, il y a les herbes qui vont pousser. Donc, ça ne veut pas forcément dire que c'est ta maison qui est sale, mais quand tu vas commencer par manquer d'entretien, là, ça risque de devenir sale. C'est très clair. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les règles ou les menstruations restent encore un frein à la scolarisation des jeunes filles? Je pense qu'il y avait Paul qui le disait en l'entame que lorsque lui était au collège, il y avait des filles qui ne venaient pas à l'école pendant des périodes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a encore de ces cas? Au jour d'aujourd'hui, il y a encore de ces cas. Il y a des filles, on a fait des statistiques même, on a trouvé que au moins une fille sur deux manque les écoles lors de leur menstruation. D'accord. Et ça, c'est un frein parce que si, par exemple, tu as tes menstruations pendant 4 jours et tu dois manquer les écoles pendant ces 4 jours-là chaque mois, ça veut dire qu'à la fin d'année scolaire, tu manques au moins 40 jours de cours. Et ça, c'est un frein pour ta scolarisation. Ça, là, tu vas manquer des cours, tu ne vas pas pouvoir comprendre. Et le fait de rattraper des cours déjà manqués, c'est déjà un problème parce que nous, on n'arrive même pas à apprendre au jour le jour. Mais quand tu comprends au moins en salle, ça te permet de pouvoir comprendre quand tu vas lire toi-même après. Mais lorsque tu manques ces cours-là et peut-être à cause des moqueries même à l'école, tu te dis, ah, c'est mieux de rester à la maison ou peut-être à cause des tabous qui sont là ou peut-être toi-même tu as quelques douleurs dont tu n'en parles pas. Mais tu préfères cacher ça et tu restes à la maison. Ça, c'est un frein pour ta scolarisation. Ah, pour enchaîner ce qu'elle dit, non seulement pour ces jeunes filles qui vont à l'école, mais celles qui sont en apprentissage aussi. Il y a un cas que, moi j'ai vu concrètement, c'est une membre de la famille. Et moi, je ne savais même pas que ces règles qui nous font manquer les jours d'atelier. C'est après plusieurs années que j'ai su que réellement c'est cette période. Chaque mois, elle doit manquer atelier pendant une semaine. Il faut dire qu'elle n'a pas pu terminer. Elle n'a pas pu terminer son apprentissage et actuellement, elle se débrouille, tout ça là. Donc, si c'est qu'il y avait un accompagnement derrière, je ne pense pas que cette dame va manquer, bien, il ne va pas terminer son apprentissage et aujourd'hui, elle va se débrouiller. Ah ouais, c'est tellement délicat et je pense même que on va avoir le temps de discuter un peu plus en profondeur, mais je pense que c'est ça même qui fait imposer la notion de congé menstruel. Parce que je me dis c'est quelque chose qui est assez réglementé, etc. et tout, tout le monde sait que voilà, au cours de mes menstruations, j'ai tel jour, j'ai tel jour. Et s'il faut peut-être réaménager le programme pour qu'elle puisse compléter cela, ce sera très important. Parce qu'il faut aussi avouer que pour, par exemple, une formation qui doit durer 6 mois, et que tu dois manquer plus de 1 mois et demi, voire 2 mois, on se dit que bon, il y a quelque chose qui manque quand même. On aura le temps de discuter, parce que ça fait quand même débat par rapport à l'efficacité de cette mesure et aussi aux questions de droit. Alors, je pense qu'on a parlé tantôt d'hygiène, on a parlé de la manière de se protéger pour éviter qu'il y ait le mal qui s'en sort de ce phénomène naturel. Et lorsqu'on veut parler donc de cette protection, il y a donc de ces serviettes hygiéniques ou de tous ces accessoires-là dont les femmes ont besoin au cours de leur menstruation. Quelle est la lecture que vous faites aujourd'hui, de la disponibilité de ces accessoires ou de ces protections hygiéniques? Au jour d'aujourd'hui, les serviettes hygiéniques sont disponibles, mais peut-être chères. Parce que les jeunes filles, actuellement, peut-être même parlant de la précarité des gens, n'arrivent pas à en procurer de ces serviettes-là. Ça fait que, en fait, elles préfèrent aller peut-être chercher des tissus ou bien des écorces même, ou bien même des mousses de matelas pour se protéger par rapport à ça. Mais la disponibilité des serviettes là n'est pas totalement gratuite au Togo. Donc, c'est pour ça même que ces campagnes-là sont dédiées pour pouvoir envoyer des plaidoyers et que ça puisse être disponible comme les préservatifs. On puisse partager ça comme les préservatifs au Togo. Et c'est très important parce que je me rappelle quand moi j'ai commencé mes menstruations, ça devait être en 2000 combien?
Ça, c'est vieux. C'est vieux. Non, je me rappelais. Je pense que ça devait être probablement en 2015. 2015 ou 2016. Je pense que la toute première serviette que j'ai eu à acheter, c'était à 400 francs. 400 francs, et on ne faisait même que les 3000 francs. Donc, ça revenait même à moins de 350. Mais là, la dernière fois, je demande la serviette, on me dit que l'unité est à 700. Et au fur et à mesure même qu'on est en train de grandir, on se rend compte que les serviettes là que nous achetons au bon marché ne sont même pas des serviettes de bonne qualité. Et que si aujourd'hui tu veux payer une serviette de bonne qualité pour un mois, tu te retrouves dans les 3000, les 4000, voire même les 10 000. Et on se demande, mais combien de filles peuvent vraiment se permettre cela? Donc, à part de la disponibilité, il y a également la question de qualité de ces serviettes-là qui sont très chères. Et au cours de cette campagne, qu'est-ce que vous faites par rapport à la disponibilité? Est-ce que vous arrivez à distribuer surtout ces serviettes-là qui sont de très bonne qualité, bien évidemment, et qui malheureusement coûtent cher? Et il faut dire qu'au cours de cette campagne, nous collectons des serviettes chez les donateurs, que ce soit des serviettes à usage unique ou bien à usage réutilisable. Mais parlant de qualité de ces serviettes, et beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations entourent ça. Parce que nous n'avons pas de moyens pour faire des études et pour prouver que réellement les serviettes que nous distribuons sont de qualité, de bonne qualité ou bien de qualité douteuse. Mais toutefois, c'est ce que nous avons sur le marché et c'est ce que nous utilisons. Mais on ne sait pas ce qui est caché, bon, si c'est de bonne qualité ou pas. Bon, peut-être que si Dieu est grand, on aura des moyens dans les jours à venir. En tout cas, Dieu est toujours grand. C'est ça, pour faire des études et enfin de fournir des serviettes de bonne qualité pour que les aides que nous portons à nos soeurs ne soient pas des aides empoisonnées. En fait. C'est très important parce que je me rappelle même qu'il y a le pourquoi moi j'ai changé de serviette, je ne vais pas donner le nom de la serviette. Il y a des fois lorsque tu enlèves, tu as l'impression que ça fait des caillots. C'est-à-dire les cotons qui sont en bas se détachent et finalement tu te dis mais est-ce que ça ne pénètre pas également dans ton appareil génital, etc. et tout. Et c'est vraiment pas du tout bien. Il faut que aussi au niveau de l'éducation, de la sensibilisation, qu'on met vraiment un point d'honneur à la qualité de ces serviettes hygiéniques là. Et je pense même qu'au-delà de ces serviettes hygiéniques, il y a également la disponibilité de l'eau, la disponibilité des latrines, la disponibilité des toilettes. Quelle est la lecture que vous faites par rapport à ça? Par rapport à la disponibilité de l'eau, dans les zones rurales actuellement, le problème d'eau se pose. Il y a plusieurs zones actuellement où il n'y a pas de l'eau. Ou bien il y a de l'eau, mais parfois, ça ne sort pas. Peut-être on a mis des forages là-bas, mais l'eau ne parvient pas. Ou soit l'eau que les gens là utilisent dans ces zones-là ne sont pas des eaux potables. Il y a même des zones où on va voir que les gens utilisent des eaux de rivière, les eaux stagnantes pour pouvoir se laver, même boire et manger avec ça. Donc, ces eaux-là ne sont pas toutefois forcément potables. Mais dans la ville, au moins, il y a au moins l'accessibilité, un peu l'accessibilité à de l'eau potable, comme la TDE, comme les forages qu'on met maintenant, ou bien les puits. Mais pas forcément que, peut-être même les gens qui n'ont pas de l'eau là, partent puiser de l'eau potable, mais viennent garder ça un mois, 2 mois, 3 mois, sans toutefois mettre des produits qui vont protéger ces eaux-là. Mais ces eaux-là vont pouvoir peut-être développer des vers, mais ils vont continuer pas à utiliser ça. Donc le problème de l'eau se pose dans certaines zones et peut-être dans d'autres, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et je pense même que vous venez même de soulever de ces inégalités sociales-là qu'on a par rapport à la gestion des menstruations. Est-ce que cela se limite également à la scissure zone rurale, zone urbaine? Et pas forcément ça. Il y a des gens en zone urbaine qui ont de faibles revenus. Et si tu as de faibles revenus, tu ne peux pas se permettre de dépenser. Et par exemple, pour des qualités de l'eau, bien, pour des qualités de l'eau, normalement, quand tu reçois de l'eau qu'on distribue, ça ne doit pas dépasser un certain nombre de jours. Tu utilises ou pas, ou tu n'utilises pas. Si ça atteint le nombre de jours, là, tu dois jeter. Mais quand tu n'as pas le moyen, tu vas vouloir faire économie. Si c'est 25 litres de que tu as acheté,
au lieu d'utiliser ça une seule journée, ou bien, bon, tu vas dire que tu vas faire économie, tu vas utiliser ça 2 ou 3 jours. Alors que pendant ces 3 jours-là, ces eaux peuvent être infectées et deviennent source de maladies. Et il y a des gens qui sont en ville, qui se comportent comme ça. Un phénomène comment vous avez... Des inégalités sociales. Des inégalités sociales. Ce n'est pas seulement question de ville, ou bien question de village, ou bien de zone rurale, ou bien de zone urbaine. C'est question de revenus. Quand tu as faible revenu, tu vas vouloir faire économie. Et dans ça là, tu peux contracter des infections par mauvaise utilisation des ressources que tu as. C'est très important. Même par rapport à ça, parlant des inégalités sociales et de revenus qui ne sont pas beaucoup là, je me rappelle, il y a une fille qui, il n'avait pas beaucoup d'argent. Donc, quand elle arrivait à acheter les serviettes là, elle portait ça. Si elle porte une serviette aujourd'hui, elle se lave, mais elle reporte ça. Elle ne jette pas parce qu'elle fait économie pour que ça ne finisse pas vite. Elle reporte ça. J'espère qu'elle a un flux acceptable, hein, parce qu'il y a même, en fait, tu sens que la serviette est remplie. Genre, je me demande comment elle faisait, parce que même des fois, tu mets au bout de 2-3 heures, tu sens que, bon, pour les femmes qui ont un flux important, tu sens que ta serviette est remplie. Et genre, c'est que ça ne passe pas, quoi. Moi-même, je ne sais pas comment elle fait, mais peut-être les jours... même que j'ai reçu derrière des femmes qui lavent le réutilisable. C'est-à-dire, elle trempe ça dans l'eau pour que le sang sorte et elle sèche. Donc, quand elle finit de sécher, elle reporte tranquillement. Et aussi, je pense que c'est pas du tout facile. Hein. C'est pas volontairement qu'elles le font, ce n'est pas par ignorance, mais c'est parce que, comme vous venez de le dire, il n'y a pas les moyens. Donc, si j'arrive à acheter au moins une boîte, il faut que ça puisse m'être utile. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, je pense qu'on a parlé des revenus, on a parlé également de la localisation, mais je pense qu'il y a un point très important, et c'est ce point même que vous intervenez, c'est également la notion d'éducation. Hein. Oui. Est-ce que toutes les femmes sont informées au même niveau? Ou est-ce qu'on va dire qu'aucune femme n'a aucune information, zéro information sur les menstruations? Non, bon, par les années passées et aujourd'hui, on va dire qu'il y a une différence parce que de plus en plus, il y a des acteurs sur le terrain qui sensibilisent, pas seulement une ou bien deux, il y en a plusieurs qui sensibilisent sur la question de menstruation. Et ça évolue un peu, mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que toutes les femmes sont au même niveau d'information. Aujourd'hui, actuellement, nous sommes à Lomé, nous sommes sur un plateau télé, et l'émission que nous faisons aujourd'hui pour sensibiliser, tout le monde n'aura pas accès. Peut-être que ceux qui sont dans les grandes villes peuvent avoir accès. Celui qui est dans les zones rurales où la connaissance même pour l'avoir, c'est la barrière, ne pourra pas avoir ces informations. C'est pour cela que nous nous sommes dit, on ne va pas se limiter seulement à Lomé ou bien dans la grande ville. On va aller apporter nous les informations et à ces filles qui sont vulnérables, pas parce que elles veulent, parce que c'est là-bas, elles sont nées. Donc, bon, on n'a pas le choix, on doit apporter l'information à elles. Nous le faisons, mais ce n'est pas encore assez, parce que bon, les ressources en manquent. Il faut encore plus de ressources pour toucher les coins et très reculés aussi. D'accord, c'est très important. Alors, quelles sont selon vous, Monique, les différentes conséquences de ce manque d'accès aux différents accessoires, que ce soit les protections hygiéniques que ces femmes ont besoin au cours de leur menstruation? Ne pas avoir accès aux serviettes hygiéniques ou bien ne pas avoir le truc là de faire l'hygiène menstruelle, ça fait que, en fait, comme on l'avait dit que les menstruations ce sont comme des nids, et quand tu ne prends pas soin de toi, ça peut causer des infections. Absolument. Lorsque nous n'avons pas accès à ces serviettes hygiéniques là, ou bien nous n'avons pas l'information sur l'hygiène menstruelle que nous devons pratiquer chaque jour, ça fait que avec le temps, la personne peut développer des infections vaginales, infections urinaires, et à long terme, ça peut causer l'infertilité chez la femme en question. C'est ça, c'est totalement vrai. Et est-ce qu'au cours de sensibilisation, vous mettez également un point d'honneur par rapport aux différentes conséquences lorsqu'on ne se protège pas bien? Oui, surtout ça, nous faisons ça surtout parce que le but même, c'est d'apporter l'information, la vraie, et de faire comprendre aux bénéficiaires que si vous ne respectez pas les informations que nous apportons, les conséquences qui peuvent en découler, ça peut coûter toute votre vie. Parce que quand nous sommes en Afrique et
et quand tu es marié, si tu ne fais pas d'enfant, il faut voir comment la belle famille se sachant derrière toi. Absolument. Donc pour éviter ça là, il faut prendre soin de toi pendant tes menstrues en utilisant les serviettes et en savoir comment les utiliser pour que ça ne te cause pas de problème après. D'accord, c'est très important même. Et lorsqu'on parle même, quand vous analysez les différentes politiques, est-ce que vous pensez que nos politiques, nos plans d'action des organisations, etc., et tout sont vraiment orientés dans l'aspect ou dans l'idéologie là d'offrir une dignité menstruelle aux filles? Parce que vous-même venez de le dire, il faut qu'on arrive à cette étape-là où les serviettes hygiéniques, ou l'eau, ou le savon, ou tout ce dont on a besoin sont disponibles comme aujourd'hui le sont gratuitement les préservatifs. Qu'est-ce qui nous empêche d'arriver à ce même niveau comme le combat qu'on fait contre les grossesses précoces avec les préservatifs? Bon, tout d'abord, je dirais que les préservatifs, l'habitude, c'est qu'ils voient ça comme un enjeu de santé publique, que ça protège contre des maladies, les infections sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et tout. Mais les menstruations ne sont pas toutefois perçues comme une maladie ou bien alors que les menstruations causent à long terme peut-être des infections, des maladies. Donc, pour ça, les politiques qui sont là aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'acteurs, beaucoup d'associations qui militent pour que les plaidoyers soient faits et que ces politiques soient intégrées et que les serviettes hygiéniques soient disponibles gratuitement aux jeunes filles. D'accord, donc c'est une question également de perception de la question selon vous. Les menstruations, l'hygiène menstruelle, voire même la dignité menstruelle ne serait pas une question de santé publique. Étant donné même qu'on parle de l'infertilité, on parle également des questions de dividendes démographiques qui, à mon humble avis, devaient être un problème de santé publique. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut dire que pendant très longtemps, la distribution des préservatifs est soutenue pratiquement partout. Parce qu'on se dit, bon, quand on prend le VIH-Sida, et tout le monde est unanime là-dessus que pour se protéger, pas seulement le VIH-Sida, mais autres infections sexuellement transmissibles, pour les éviter, il faut porter préservatif. Et les conséquences de ces maladies sur la santé de l'homme sont énormes. C'est pour ça que vous allez voir dans tous les pays, dans tous les gouvernements, tout ça là, et il y a un soutien vraiment énorme derrière la distribution des préservatifs. Mais les phénomènes de menstruation, il y a des années, on n'en parle pratiquement pas. C'est maintenant que les efforts se font et je pense que ça va aller, mais il faut que ça aille vite. Actuellement, ça va un peu, mais ce n'est pas encore ça. Mais un jour, nous allons arriver à ce stade aussi où les serviettes seront distribuées comme des préservatifs. Et je pense qu'il y a également certaines organisations qui le font. Il y a certaines organisations comme certaines compagnies aériennes. Lorsque vous allez dans leurs toilettes, au bon milieu des vols, dans les toilettes, ils disposent des serviettes hygiéniques. Il y a des organisations qui le font dans chacune de leurs toilettes ou sanitaires. Ils ont des serviettes hygiéniques et je pense quand même que c'est des choses qu'il faut saluer lorsque nous voyons des initiatives comme ça. Et là, la question que l'on se pose également, est-ce parce que c'est une question également de femmes? Est-ce que vous pensez que si les hommes avaient des menstruations, parce que contrairement, on voit que la distribution des préservatifs, et même le préservatif qu'on distribue le plus souvent, c'est le préservatif masculin. C'est vrai. C'est rare que vous voyez, moi j'ai déjà vu les distributeurs automatiques, c'est le préservatif masculin qu'on distribue le plus souvent. Donc, excusez-nous, mais on a envie de savoir, est-ce que vous ne pensez peut-être pas que c'est justement parce que c'est un problème qu'on pense être un problème de femmes que les choses ne bougent pas? Bon, sur ce point-là, c'est vrai que les préservatifs sont distribués et la plupart du temps, ce sont des préservatifs masculins et rarement, ils distribuent les fémidomes aussi. Mais sur l'histoire des menstruations, bon, je ne saurais dire si c'est un problème, c'est parce que c'est un problème féminin que ça ne bouge pas. Mais lorsque peut-être nous allons enlever cette mentalité de la tête des hommes, que les règles ne sont pas bien ou bien ils vont comprendre que c'est un phénomène naturel, ils vont peut-être aussi s'intégrer plutôt à ces genres de démarches-là pour que
les jeunes filles soient à l'aise et que les serviettes soient distribuées. Et eux-mêmes vont pouvoir même militer, comme le monsieur ici présent est en train de militer pour ça. Eux-mêmes, ils vont pouvoir militer pour que ça aille bien et vite. C'est très, très important alors. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on enlève cet aspect-là de notre tête en disant le plus souvent que c'est une question de femmes et se dire que c'est une question également de dignité, une question de droits humains et aussi une question de dividende démographique parce que toutes les femmes ne peuvent pas devenir infertiles juste parce qu'elles n'ont pas eu une bonne hygiène menstruelle. Je pense que ce serait vraiment un peu dommage, un peu dommage. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'activités qui sont prévues pour cette célébration. Est-ce qu'on peut revenir rapidement là-dessus? Oui, il faut dire que déjà du 1er mai au 28 mai, il y a des activités qui sont prévues en format hybride. Il y aura des séances de sensibilisation en ligne à travers des séances de webinaires et il y aura des séances de sensibilisation et en présentiel. Nous irons dans les milieux reculés pour distribuer les serviettes hygiéniques que nous avons pu collecter. Même si c'est insuffisant, on va distribuer ce que nous avons eu et partager les bonnes informations. Et il faut dire que le 30 mai, il y aura une apothéose qui est prévue sur le 30 mai. Mais pour revenir concrètement au webinaire, déjà, aujourd'hui c'est le 9, demain, le 10 là, nous avons un webinaire avec le thème « Et si les préservatifs étaient distribués comme... Et si les serviettes étaient distribuées comme les préservatifs ?» Et nous aurons, ce qui est prévu, c'est notre marraine, Dr Ingrid, que je salue de passage. C'est elle qui va animer ce premier webinaire demain à partir de 19 h à 20 h 30. Déjà le 17, le dimanche qui suit, le webinaire numéro 2, avec pour thème flux infection, ce que votre corps essaie de vous dire. Et là, l'association endométriose nous fera l'honneur de nous donner les bonnes informations à ce sujet. Et après, le dimanche 24, le webinaire numéro 3, pourquoi la dignité des filles est une affaire d'homme. Là, nous allons parler de masculinité positive qui doit être un levier afin que ce phénomène de tabou ou bien de soutien que nous voulons puisse être effectif. Et le 24 mai, le webinaire, plutôt le 29, le webinaire numéro 4 est déchets 100% dignité vers des solutions durables au Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle de serviettes hygiéniques, après avoir les utilisées, il faut savoir les éliminer. Il ne faut pas que ça soit des sources de pollution de l'environnement. Donc, le 29, là, nous allons parler de la protection de l'environnement et axer sur comment, après l'utilisation des serviettes hygiéniques, comment les détruire pour que ça ne soit pas source d'infection ou bien source de pollution, je veux dire. C'est très, très important. Et parlant d'autres activités, si vous permettez, je vais... il y a sept préfectures qui se sont mobilisées pour cette 4e édition. Il y a la préfecture de Zior, des Lacs, de Yota, d'Ogou et le Golfe et la préfecture de Tone qui se sont mobilisées pour nous accompagner afin que les jeunes filles qui sont dans ces milieux puissent bénéficier des informations des serviettes que nous avons à notre niveau. Autre chose, il y a des formations des pères éducateurs, des formations en présentiel, des formations en ligne, puisque bon, après nous allons partir de ces jeunes-là, mais il faut qu'on laisse des gens, bien des jeunes garçons, des jeunes filles qui peuvent chaque fois rappeler les bons usages à travers les petits rassemblements dans les écoles, dans les églises. À part ça, nous avons dénommé quelque chose à partir du 23 de ce mois au 28, ce que nous appelons Change the Game, où nous allons publier des vidéos, des poèmes sur les pages, les Facebook, les TikTok, les WhatsApp, pour pouvoir permettre aux gens, ceux qui ne pourront pas bénéficier des informations en présentiel. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ces réseaux sociaux, donc nous allons utiliser ça pour pouvoir informer
enfin, à travers des petites vidéos, capsules vidéo, des poèmes que les gens, les volontaires se feront plaisir de nous fournir. C'est assez riche comme campagne durant ces 28 jours. Et là, la question, on a envie de savoir, déjà, ça veut dire la 4e édition. Est-ce que vous avez déjà fait un petit bilan? Et quelle est votre lecture par rapport aux différentes activités que vous avez eu à mener? Et il faut dire que depuis l'édition 1, c'est-à-dire 2023, à l'édition de l'année passée, et nous avons touché environ 5000 jeunes, que ce soit les jeunes filles et les jeunes garçons. Nous avons touché ces 5000 jeunes. Et d'après les informations, bien les premiers bilans que nous avons fait, en fait, nous sensibilisons autour de l'hygiène menstruelle, mais nous faisons aussi sensibilisation sur les grossesses précoces. Et en première année, nous avons constaté 47 grossesses parmi nos bénéficiaires. Et bon, après la sensibilisation, l'édition 2, on a vu qu'il y a une suite, on a compté 37. Et à l'édition 3, nous avons compté 2 grossesses. Et il faut dire que ces 2 filles aussi, bon, c'est juste par petite erreur qu'ils se sont vues dans cette situation. Et à petite erreur, vous tombez enceinte aussi. Et il faut dire que, bon, Dieu merci, elles se sont assumées, les grossesses, elles se sont assumées, elles n'ont pas allé se faire avorter. Donc, durant ces 3 ans, le petit bilan que, bien, c'est un grand, à travers nos efforts, on a pu réduire le nombre de grossesses parmi nos bénéficiaires. C'est vrai, c'est ce que nous avons constaté. Il y a d'autres cas de grossesse qu'on n'a pas vu. C'est pour ça que nous continuons chaque année de grandir notre cible. C'est très important. C'est en tout cas très important et je pense que c'est assez louable. Alors, est-ce qu'il y a également là, selon vous, quelle serait la place des parents dans l'éducation pour cette dignité menstruelle? La place des parents est cruciale, selon moi. Et je dirais que, surtout la mère, elle doit être la première personne à pouvoir partager ces genres de choses avec sa fille. Parce que peut-être la mère même n'a pas l'information. Mais suite à ces genres de sensibilisation que nous faisons, ce n'est pas seulement aux jeunes filles, parce qu'il y a les garçons qu'on veut intégrer, il y a les parents qu'on veut aussi intégrer. Donc si ces parents-là arrivent à parler de ça sans tabou à la maison, ou bien même si le père, par exemple, arrive à être le protecteur de la jeune fille, arrive à peut-être acheter ces genres de serviettes à sa fille, ces garçons qu'il a comme enfants aussi vont suivre ses pas. Dans la société, ces garçons-là ne vont pas venir dire que oh, c'est sale, moi je ne peux pas acheter des serviettes à une femme, moi je suis un garçon, je ne peux pas aller dans une boutique acheter. Mais c'est l'éducation de base là, sera faite à la maison avant de venir dans la société. Donc les parents ont une responsabilité assez cruciale dans l'éducation sur ces thématiques-là. Ah oui, c'est très important. Alors, est-ce que... Pour rassurer à ce qu'elle dit, en fait, les parents, normalement, les parents doivent être les premières sources d'écoute, d'accompagnement des jeunes filles. Mais malheureusement, nous constatons que dans certaines familles, ces jeunes filles vont chercher les informations ailleurs. Et malheureusement, ce ne sont pas chaque fois des vraies informations et ça les conduit en erreur. C'est pour ça que nous faisons appel à tous parents. Quand on dit parents, ce n'est pas forcément que tu dois avoir d'enfants avant d'intervenir sur cette thématique. Et nous faisons appel à tout le monde, parents, enfants, parents et enseignants et les leaders religieux, tout ça là, de nous accompagner sur cette thématique, afin de permettre à ce que les tabous négatifs qui entourent ce sujet puissent être enlevés et que ces jeunes filles puissent être évoluées en confiance. C'est très important. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il existe des solutions locales et des solutions qui sont vraiment accessibles pour assurer une bonne hygiène menstruelle pour les filles? Oui, aujourd'hui, il existe parce que il y a des entreprises qui se sont formées dans la confection des serviettes réutilisables. Et ces serviettes-là, certaines ont jusqu'à des validités de 2 ans. Donc, si la personne arrive à se procurer de ces serviettes-là, ça fera que chaque mois, elle ne sera pas obligée de payer encore d'autres serviettes avant de pouvoir passer librement ces moments.
Et en plus de ça, les serviettes réutilisables là sont là et puis la personne utilise, elle peut laver, sécher au soleil pour détruire les bactéries, peut-être s'il y en a, et réutiliser ça sur long terme. Ah oui, ah ok, super. Alors, durant cette campagne, quels sont les messages, les différents messages clés et forts que que vous voulez envoyer à la population qui vous suivra, que ce soit au cours des webinaires, que ce soit également au cours des sensibilisations en présentiel? Le message clé que nous voulons partager à toute personne, c'est de savoir que les règles sont naturelles, physiologiques, et que toute femme doit pouvoir passer ces moments-là sans crainte ni honte, sans discrimination. Elle doit être à l'aise pour que ça ne soit pas un impact négatif sur sa vie ou bien son futur. Et chaque femme doit pouvoir être à l'aise avec son corps et maîtriser son corps pour que ce qui est biologique ne soit pas un obstacle pour sa liberté. D'accord, c'est très important. Et est-ce que vous avez prévu également des activités pour essayer de déconstruire les différents mythes? Parce que j'ai vu le thème de ces webinaires, ce sont beaucoup plus dans des actions de fédérer, de créer des mouvements et beaucoup plus des questions de développement durable. Mais est-ce qu'il y a également une action qui va se poser par rapport aux mythes ou cette édition n'est pas spécifiquement consacrée à ça? Et ce que nous avons prévu faire, nous avons prévu aller dans la communauté pour pouvoir parler des tabous. Ok. Parce que bon, pendant les webinaires, ce n'est pas ceux qui se connaissent, c'est souvent ceux qui sont en ville. Et le phénomène de tabou, c'est plus ancré dans le milieu reculé. Donc, pendant nos séances de sensibilisation en présentiel, nous allons plus parler de ces tabous, de ces mythes qui entourent le phénomène de menstruation. D'accord, donc ça c'est vraiment dirigé vers les personnes qui sont à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous allez faire exactement avec eux? C'est de leur dire que leur manière de penser est mauvaise? Non, nous n'allons pas là-bas pour confronter, bien affronter les réalités culturelles qui sont là. C'est d'aller dialoguer avec les leaders religieux, parce que c'est eux que la population écoute davantage. Donc c'est d'aller dialoguer avec eux et de leur solliciter, de voir et à juste titre comment ces tabous contribuent négativement comment dire, au phénomène de menstruation. C'est de voir à juste titre. Parce qu'il y a ces tabous, bien bon, ces cultures qui encouragent d'une manière les filles bien le phénomène de menstruation. Mais parmi ça, là, il y a d'autres. C'est ça que nous irons discuter avec. Nous n'allons pas aller pour dire ça c'est interdit, interdit, interdit. Mais c'est en commun accord en leur expliquant le bien fondé de la chose, les conséquences, si ces filles sont isolées, s'ils sont discriminés, les conséquences que ça puisse entraîner sur toute leur vie, nous allons les expliquer. Et je pense qu'il y a déjà certains qui nous suivent déjà, qui donnent leur mot, qui nous accompagnent. Et je pense que ça va évoluer de plus en plus. D'accord. Alors, à la fin de ces 28 jours de campagne, est-ce qu'il y a des actions qui sont prévues dans l'histoire ou dans le but de pérenniser l'ensemble de ces germes ou de ces graines-là qui seront semées au cours de ces 28 jours? À la suite de ces 28 jours, il est prévu de continuer l'éducation menstruelle parce que le problème de dignité menstruelle n'est pas seulement sur les 28 jours-là. Ça se répand sur toute l'année. Donc, c'est pour ça même, c'est prévu de former des pères éducateurs pour pouvoir relayer l'information, pour pouvoir parler de ça dans les localités. Et là, nous allons aussi voir les religieux et religieuses pour pouvoir parler de ça dans les églises. Et après avoir fait la campagne de démystification de ces mentalité-là, ils vont pouvoir continuer. Et nous-mêmes, il y aura des actions prévues, des sensibilisations, peut-être des webinaires encore, des campagnes digitales pour pouvoir relayer ces informations-là jusqu'à la fin d'année.
D'accord, c'est très important, hein, c'est très important de pérenniser les activités parce que je pense qu'il y avait Paul qui disait ça à l'entame. Ce n'est pas une question également de quelques jours ni d'une journée, mais les femmes ont leur menstruation. Je suis sûre que chaque jour, on trouve au moins une femme qui est en menstruation C'est et ça. il faut que forcément on puisse en parler pour leur offrir une dignité menstruelle. Alors, merci Et beaucoup. pour, Oui, allez-y. ranger ce que madame Oui, vient de allez-y. dire, au cours de ce webinaire, nous allons faire une petite enquête, nous allons distribuer des fiches d'enquête pour pouvoir collecter le vécu quotidien de ces filles, afin de pouvoir faire sortir des résultats qui vont nous permettre de faire des plaidoyers chez les autorités ou bien chez les bailleurs pour nous soutenir dans les éditions à venir. C'est très, très important. Alors, merci beaucoup pour cette émission. Ce fut vraiment une excellente émission et nous vous souhaitons un plein succès pour cette campagne qui, ma foi, sera très enrichissante et très productive pour les filles, les femmes et par ricochet pour la population togolaise et ses environs. Alors, très rapidement, quel sera votre mot de fin et aussi comment vous pourriez résumer en une phrase la dignité menstruelle pour vous, aussi pour votre organisation. Ok, merci beaucoup pour et mon mot de fin. D'abord, j'aimerais vous remercier particulièrement, Tata de Casse, pour tout ce que vous faites, le soutien que vous nous apportez et dans les activités que nous menons, que ce soit le soutien médiatique ou bien les conseils que nous demandons. Et aussi remercier tous les partenaires qui nous accompagnent, surtout la télévision SF TV, qui nous offre son soutien médiatique à travers les activités que nous faisons, que ce soit sur le terrain, ou bien que ce soit les émissions qu'ils nous donnent à faire. Et aussi remercier Hélène Pied pour son soutien, et le plan Togo, Fawe, et JPEGO, et au nord, il y a une ONG là-bas qui nous accompagne, je ne vais pas l'oublier, ONG Azas, qui nous accompagne pour des activités que nous faisons au nord. Et pour résumer, la dignité mensuelle, c'est que chaque fille doit vivre ses moments sans honte et avoir accès aux produits, que ce soit l'eau, les toilettes, les serviettes, avoir accès à tous ces produits facilement. D'accord. Merci beaucoup, Paul. Ce fut un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, Monique, comment vous résumerez-vous une dignité menstruelle et quel serait en même temps votre mot de fin? Oui, en résumé, je dirais que la dignité menstruelle, c'est une question de chaque jour, c'est une question quotidienne. Et chaque fille doit pouvoir passer ses moments tranquillement, sans honte ni crainte. Elle doit passer ses moments à l'aise pour pouvoir entreprendre tout ce qu'elle veut dans la vie et pour que ça ne soit pas un impact sur ses activités qu'elle voudrait faire. D'accord. Merci beaucoup Monique, merci beaucoup à Paul et surtout merci à vous très chers téléspectateurs d'être restés en notre compagnie. Nous espérons vivement que cette émission vous a fait du bien, que cela a changé vos mentalités, vos constructions autour des menstruations et qu'à partir d'aujourd'hui, vous serez pour les filles, pour les femmes du monde entier, des excellents accompagnateurs afin qu'elles puissent vivre dignement leur menstruation. Et pour vous, mes sœurs, mes grandes sœurs, mes aînés, nous sommes menstruellement belles et faisons tout pour passer une belle menstruation à chaque fois. Parce que ce qui compte, c'est vous et le sang merveilleux qui sort de votre corps. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur les ondes de votre chaîne Santé SOS Docteur TV.